Après leur affrontement mémorable à Roland-Garros et l'US Open, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ont de nouveau croisé le fer en quart de finale en majeur, cette fois-ci à l'Open d'Australie. Bon, certes, seul le match à Roland-Garros était mémorable, inattendu par rapport à la performance de l'Allemand. Celui à l'US Open était un petit peu plus convenu, étant donné que Alexander Zverev était rincé de son énorme combat contre Yannick Sinner au tour d'avant. Et j'ai l'impression qu'on va assister à un scénario similaire dans cette affiche des quarts de finale à Melbourne, étant donné que les deux joueurs ont eu un parcours totalement différent. Alcaraz a vraiment roulé sur ses adversaires, même s'il a lâché un set contre Sonego, il a fait une très bonne performance contre Kekmanovic, tout l'inverse d'Alexander Zverev qui s'est compliqué la tâche presque à chaque match, sachant qu'il y a une seule de ces rencontres qui s'est disputée en 3-7. C'était son troisième tour contre Mikkelsen. L'Allemand cumule plus de 6 heures de jeu que l'Espagnol sur le court, donc forcément ça va peser dans la balance. Est-ce que l'Espagnol va s'imposer facilement contre l'Allemand? Zverev va-t-il renverser la tendance étant donné qu'il mène au face-à-face? C'est ce que nous allons voir, mais honnêtement, je te le dis, je mise sur une victoire de Carlitos. On se retrouve après le jingle. Avant de parler de cette affiche, un mot du sponsor de cette vidéo qui nous accompagne tout au long de la quinzaine australienne. Je parle bien évidemment de Parion Sport, donc qui dit pari dit activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas et surtout il faut être majeur pour parier. Donc si tu t'inscris avec le lien qu'il y a en description et je te l'épinglerai en commentaire, tu vas avoir accès à une offre de bienvenue. Ton premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant, sera remboursé en free bet à hauteur de 100 euros. Par exemple, tu mises 20 euros sur la victoire d'Alcaraz. Alcaraz gagne, tant mieux. Tu as tes bénéfices plus tes 20 euros initiales et en plus, tu vas avoir ce bonus de 20 euros en free bet. S'il perd, tu auras seulement ce bonus en free bet. Donc quoi qu'il arrive, tu es gagnant. Bien évidemment, c'est un lien affilié, ce qui fait que quand tu t'inscris, on va toucher une petite commission qui derrière nous permet de progresser de façon qualitative. Un grand merci à Parion Sport de nous soutenir tout au long de cette quinzaine. On revient sur le parcours de Carlos Alcaraz. C'est seulement sa troisième participation à l'Open d'Australie. Au mieux, c'était un troisième tour perdu en 5-7 contre Matteo Berrettini en 2022. En 2023, il n'avait pas disputé l'événement, encore blessé, encore diminué. Il était revenu sur la saison sur terre battue en février. Au moins, il a fait quart de finale dans tous les majeurs. Donc franchement, ça chapeau par rapport à son jeune âge. Il est arrivé sans tournoi de préparation, donc il y avait pas mal d'interrogations sur son niveau de forme. C'est vrai qu'il avait fini l'année pas dans les meilleures dispositions, où on le sentait vraiment lessivé depuis son titre à Wimbledon, où ça paraissait beaucoup plus compliqué sur le terrain, avec un peu moins de réalisme dans ses balles de break, le service aussi qui était un petit peu moins performant que ce qu'on a pu voir dans le Grand Chelem londonien, où il avait fait très forte impression avec cette victoire en 5-7 contre Novak Djokovic. Au niveau de son parcours, Gasquet, Sonego, Chang, Kekmanovic, il a passé 8 heures et 48 minutes sur les courts, à concéder un seul set. Et si on retrace un petit peu sa quinzaine contre Gasquet, il y a eu ce premier set compliqué où le Français a montré un tennis ultra solide, ultra agressif. Ça fait un tie-break. C'est vrai qu'on a cru à Ricci à un moment pour prendre un set. Après, Carlos Alcaraz a cadenassé ça en 3-7 une fois que le tie-break a été pris. Il a déroulé, mais vraiment une très belle performance du Français qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là sur un set. Parce que derrière, l'autonomie a diminué et il n'avait plus rien dans les batteries. Ricci. Contre Sonego, ça a été un bon test de passer, je trouve, même si ça reste que Lorenzo Sonego. C'est pas forcément le plus gros test de son tableau, mais il a fait un très beau match. On sait qu'il est capable d'agresser des deux côtés, il sert très bien. On a eu un Alcaraz qui est monté en puissance, certes, qui était encore un petit peu lent dans ses jambes. Je trouve, au niveau de ses déplacements, il pouvait être encore un peu plus rapide, encore un peu plus affûté. Après, au niveau de son niveau d'agressivité, la balance n'était pas forcément la bonne entre l'agressivité et le contrôle. Des fois, il en mettait un petit peu trop, mais on sentait que c'était prometteur. Contre Chang, bon, là, le Chinois n'avait pas les armes pour l'inquiéter au niveau du match-up. Avec son déficit de puissance, il a dû abandonner. C'était une correction difficile de jauger un petit peu Alcaraz sur ce genre de match. Et contre Kekmanovic, un 3-7 vraiment qui fait plaisir parce que j'avais plus vu depuis un certain temps Alcaraz évoluer à ce niveau-là. En tout cas, il a trouvé la bonne balance, agressivité, contrôle. Derrière ses services, son plus 1 à chaque fois, c'était aux alentours de 160 km/h. C'est tout simplement monstrueux. Il a fait des sacrés coups droits, vraiment une puissance, une agressivité. Il n'hésitait pas à terminer au filet. Dans le jeu de jambes aussi, les amortis, les bons choix. Vraiment, je trouve qu'on a retrouvé un très bon Alcaraz. Après, ce n'est que Kekmanovic. C'est à confirmer, bien évidemment, sur le reste de ce tournoi où ça va commencer à monter un petit peu en niveau d'adversité. Mais Alcaraz a plutôt rassuré là où il avait commencé de façon timide. Je trouve son tournoi, forcément, il était un peu en rodage et tous les favoris, hormis Yannick Sinner, ont eu du mal un petit peu dans
dans leur premier tour, comme son adversaire. D'ailleurs, Alexander Zverev, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais il monte petit à petit en puissance. Il arrive à trouver ce niveau d'agressivité côté coup droit, ça se règle pas mal. Également au service où il y a du mieux, parce que ses statistiques quand même sur tout au long de la quinzaine sont vraiment positifs. 29 aces, 65% de première balle, 80% de réussite derrière, 72% sur sa seconde balle, 42% de break converti, donc vraiment très réaliste. On sait qu'après Wimbledon, il avait descendu à 30%, alors qu'en carrière, il était plutôt aux alentours de 40%. Donc vraiment, on le sentait moins concentré. Il avait perdu beaucoup d'influx dans ce troisième grand chelem de l'année avec ce titre quand même qui lui a coûté beaucoup. D'ailleurs, ça a été compliqué. En plus, il a enchaîné très rapidement. Là, il a pu refaire un petit peu du jus à l'intersaison. Il a été breaké seulement une fois, c'était contre l'Italien. Au fait, nous, si tu ne nous connais pas, c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Donc, à chaque fois, on va te proposer des contenus différents, que ce soit des réactions, des pronostics comme là, des analyses de tirage au sort, pour que tu puisses un petit peu mieux saisir les enjeux du circuit professionnel, qu'on puisse apporter un petit peu notre valeur ajoutée. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, si tu smatches le bouton pour t'abonner, si ce contenu t'apporte de la valeur, je t'invite à claquer ton meilleur pouce bleu. De l'autre côté du filet, c'est Alexander Zverev, c'est sa 9e participation à l'Open d'Australie, 3e quart ici après 2020 et 2021. En Australie, c'est 20 victoires pour 8 défaites. Il est arrivé lauréat de la United Cup avec une seule déconvenue contre Alex de Minaur. Il a sauvé des balles de match contre Hubert Hurkacz. Donc il avait déjà de bons repères quand même en Australie. Il s'était bien acclimaté par rapport à la surface, aux conditions climatiques. Donc c'était très positif. Par contre, son parcours, on pensait qu'il s'imposerait un petit peu plus facilement. Kopfer, Klein, Mickelson, Norrie. Il a passé 14 h et 3 minutes sur les cours. Il a concédé 5 sets, 1 contre Kopfer, 2 contre Klein. 0 contre Mikkelsen et 2 contre Norrie. Ça a été vraiment compliqué. On sait, l'Allemand, il a cette tendance un petit peu en majeur à lâcher beaucoup d'énergie, beaucoup de sets par-ci par-là. Il a du mal à être vraiment ultra convaincant et rouler un petit peu sur ses adversaires. Contre Kopfer, ça a été une mise en route compliquée, sachant que l'Allemand a eu 2 balles de 7 de 2-1. C'était un mauvais jour côté coup droit. On a retrouvé un Alexander Zverev vraiment très passif dans ce compartiment de jeu-là avec le gaucher qui réussissait à faire la différence, qui l'a pas mal inquiété quand même. Mais après, on a eu un Alexander Zverev qui petit à petit s'est réglé sur la filière longue, qui a su faire la différence avec ses capacités défensives. Contre Klein, ça a été un match vraiment de très bon niveau avec un Klein qui a montré ses compétences en termes d'agressivité, d'offensive, étant donné que là encore, un Alexander Zverev très passif, c'est Klein qui a fait le jeu, qui montait au filet, qui variait, qui privait de temps un petit peu son adversaire et qui ne lui donnait pas de rythme pour justement s'accommoder du fond de court dans ses phases défensives. Donc ça a été encore compliqué pour notre ami Alexander Zverev, étant donné qu'il y a eu 90 montées au filet de la part de Klein, 74% de réussite, et là encore on a eu un Zverev qui a survécu. Donc certes, avec son niveau de jeu en défense moyen qui est très élevé, mais également sa qualité de service, 77% de première balle et 78% de réussite derrière. Donc forcément, quand tu es serein sur tes engagements, tu arrives à faire la différence dans les moments un petit peu chauds comme le super tie break à la fin. Klein mène quand même 2-7 à 1 et il a une balle de break à 4-4 dans le 4e set. Donc ça aurait pu tourner dans un sens comme dans l'autre. Mais Alexander Zverev, avec son fait de service, a réussi à faire la différence. Contre Mikkelsen, c'est son match le plus simple, même si dans le second set, il a le break et derrière, il va se faire débreaker. Encore un petit saut de déconcentration. Et contre Cameron Norrie, match laborieux en 5-7 où on a eu encore un Allemand trop passif. C'est le Britannique qui a fait le jeu vraiment dans ce match. C'est dire le niveau de Zverev en termes de passivité. Même si Cameron Norrie fait une superbe copie quand même dans cette quinzaine, il a retrouvé un très bon niveau. On sait qu'il démarre souvent très très bien l'année. Ça avait été le cas l'an dernier à la United Cup. Il avait fait vraiment un sans faute. Donc là, c'était un adversaire compliqué à manœuvrer avec sa patte de gaucher. Mais on a eu encore un Zverev trop passif, côté coup droit, solide au service, qui arrive à faire la différence par rapport à Cameron Norrie qui n'a pas autant de points gratuits que lui. Et c'est l'impression un peu qu'on a de Zverev, qu'il a commencé cette quinzaine beaucoup trop passif. Il manque d'agressivité, de faire la différence, de monter au filet. Côté coup droit, c'est toujours très volatile. Après, c'est très très solide au niveau de son revers. Par rapport à son service, on remarque une certaine forme de stabilisation. Pourquoi ? Parce qu'il a lancé beaucoup moins haut que par le passé, ce qui fait qu'il va faire moins de double faute, il va passer plus de première balle. Donc certes, il se fait souvent manger sur sa seconde encore, mais il a quand même passé à chaque fois, sur chacun de ses matchs, plus de 70% de première balle. Rends-toi bien compte quand même, sur le début de la quinzaine, c'est 66 aces, 74% de première balle, 78% de réussite derrière, 52% sur sa seconde balle, 30% de break réussi, il a été breaké 9 fois quand même, mais quasiment, plus de 7 fois sur 10, il passe une première balle, donc la pression qu'il met avec la qualité de son engagement, et on a vu ce lancer de balle qui est beaucoup moins haut. On se rappelle
Marin Cilic quand il avait été coaché par Goran Ivanisevic qui a aussi réduit son lancer de balle, ça lui avait permis d'être beaucoup plus performant au service. Donc là c'est vraiment un bon changement de la part de l'Allemand. Mais voilà, il a toujours ce petit péché mignon, je trouve, par rapport à cette passivité qui lui peine vraiment à exploser son plafond. Ou côté coup droit, il pourrait être beaucoup plus agressif, changer de direction, attaquer longue ligne, monter au filet, mais il ne le fait pas trop, il préfère faire des ronds du fond du court, être très défensif, et ça lui coûte beaucoup d'énergie sur les matchs. Au niveau des clés tactiques, il y a 4-3 pour Alexander Zverev, mais depuis 2022, quand Carlos est devenu Alcaraz, c'est 3-2 pour l'Espagnol. Concernant l'Allemand, on a l'habitude de le voir galérer en début de quinzaine. On se rappelle tous Roland Garros 2022 où il aurait pu perdre contre Baez, il galère contre Nakashima et contre Zapata, qui sont des adversaires à sa portée, et pourtant il va sortir Alcaraz et derrière il va faire un très bon match contre Rafa. Donc c'est un petit peu historiquement voilà, la marque de fabrique de l'Allemand. Qu'est-ce que Zverev va devoir mettre en place? Déjà une qualité de service irréprochable. Quand il s'est imposé aux ATP Finals en fin d'année dernière et à Roland Garros en 2022, il a passé plus de 70% de première balle. Ça tombe bien parce que depuis le début de la quinzaine, il est sur ces stats-là. Donc c'est cool pour lui, il a une très bonne qualité de service. Ça, il peut mettre la pression à Carlos Alcaraz, donc dominer cette filière courte avec son service plus sain. S'il a cette capacité à très bien servir, passer beaucoup de premières balles, il va mettre forcément un petit peu la tête sous l'eau à Carlos Alcaraz. Après, il va devoir jouer sur la diagonale revers, qui est son point fort, notamment ses cours croisés qui ont fait très mal à Roland Garros pour derrière attaquer longue ligne. Il va devoir éviter d'être trop passif parce que Alcaraz c'est un monstre physiquement et pas sûr que le combat physique dans la défense, il le gagne. Donc à mon avis, Zverev va devoir vraiment axer le jeu sur les 2-3 premiers coups de raquette, être très agressif avec son revers, pourquoi pas finir au filet, être assez stable côté coup droit. Ça peut être assez intéressant pour lui et sécuriser un petit peu ses secondes balles parce qu'on sait que son adversaire va se ruer sur chacune de ses secondes balles. Côté Carlos Alcaraz, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place? Bon, lui, il sert aussi très très bien quand même depuis le début de la quinzaine, donc forcément passer un maximum de premières balles, ça c'est vrai pour tout le monde. Après, il va devoir se ruer dans chacune des secondes balles de son adversaire pour lui mettre la pression, lui dire mon coco, si tu sers une seconde, je serai là et j'ai toutes mes chances de gagner le point. Donc lui mettre une pression supplémentaire pour le faire peut-être un petit peu cafouiller sur sa première, un peu plus de double faute également, entraîner le jeu sur le coup droit de son adversaire. Ça c'est primordial, on sait qu'il manque de consistance le coup droit de Zverev, donc avec l'agressivité qu'il a Carlitos, servir sur le coup droit, la diagonale, la dominer en puissance pour s'ouvrir le court, ensuite attaquer plein revers, l'amorti également pour le faire déplacer de l'arrière vers l'avant, bouger un petit peu cette grande carcasse qui a énormément joué. Donc si ça se met dans un combat physique, là c'est Carlos qui a toutes ses chances de s'imposer. C'est pourquoi au niveau du pronostic, je lui avais dit en début de tournoi, s'il y avait eu cette affiche, je voyais plutôt Zverev s'imposer, mais la physionomie des matchs des deux joueurs me font changer d'avis. Je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 4-7 contre Alexander Zverev. Je pense que Alcaraz est beaucoup plus frais, il va entraîner son adversaire dans un long combat. Certes, Zverev a une bonne qualité de service, donc il peut prendre un set, je pense, mais à la fin, à mon avis, il va craquer et il s'est imposé en 5-7 contre Klein, contre Norrie, mais là ça passera pas contre Carlos Alcaraz qui pour moi est vraiment très bon, va passer un gros premier test, va se rassurer un petit peu sur son niveau, il va devoir très bien relancer, attaquer chaque seconde balle et à la fin voilà c'est Carlitos qui s'imposera en 4-7. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Pour patienter d'ici là, je t'invite à aller voir notre dernier live avec Alex où on revient sur l'ensemble des quarts de finale chez les hommes et chez les dames pour que tu te fasses une meilleure idée ou durant 50 minutes, voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé dans cette Open d'Australie en 8e de finale pour se projeter un petit peu sur la suite du tournoi et nous on se retrouve très rapidement. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.